Bonsoir à tous. À moins de 2 jours de l'expiration de la trêve entre les États-Unis et l'Iran, l'incertitude demeure totale sur la reprise des discussions à Islamabad entre les deux belligérants sur fond de tensions accumulées dans le détroit d'Ormuz, enjeu majeur du conflit. Or, selon un haut responsable iranien, l'Iran envisagerait de participer à ces pourparlers de paix avec les États-Unis au Pakistan suite à des mesures prises par Islamabad pour mettre fin au blocus américain des ports iraniens, un obstacle majeur donc à la réintégration de l'Iran dans les efforts de paix. Et le ministre de l'Intérieur pakistanais Mohsin Naqvi a rencontré ce lundi l'ambassadeur d'Iran au Pakistan, Reza Amiri Moqaddam, pour discuter des dispositions de sécurité et logistique en vue d'une éventuelle prochaine série de pourparlers entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad. Et selon le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baqai, les États-Unis ne font pas preuve de sérieux dans le processus diplomatique visant à mettre fin à la guerre. Il a notamment souligné que lors des pourparlers avec les États-Unis, les négociateurs iraniens étaient restés fermes sur les points indiscutables pour Téhéran. دیدیم که آمریکا بر بدعهدی و نقض آتشبس اصرار Nous کرده. avons constaté que les États-Unis ont persisté leur mauvaise foi et ont violé le cessez-le-feu. Tout cela prouve que les États-Unis ne semblent pas faire preuve de sérieux dans le processus diplomatique. En effet, nous sommes restés fermes tout au long des négociations, car nous savons ce qui est essentiel pour nous et ce que nous ne pouvons pas accepter. Nous avons clairement indiqué dès le départ que certaines choses sont inacceptables et l'insistance des États-Unis à leur sujet ne changera rien à notre position. Je pense que nos positions sont tout à fait raisonnables et justes. Malheureusement, les États-Unis ont du mal à tirer les leçons du passé. Ils persistent à défendre des positions déraisonnables et irréalistes. برخی از مواضع نامعقول و غیر واقع بینانه. Selon une source pakistanaise de haut rang, le président américain Donald Trump s'apprête à étudier une proposition d'Islamabad visant à lever le blocus maritime imposé à l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Une source sécuritaire basée à Washington a confié que le président américain avait informé le chef de l'armée pakistanaise, Asim Munir, lors d'un entretien téléphonique, qu'il prendrait en considération les recommandations d'Islamabad. La partie pakistanaise soulignant auprès du président Trump que le blocus du détroit d'Ormuz constituait un obstacle majeur aux pourparlers de paix avec l'Iran. Et la situation s'est davantage compliquée après que l'armée américaine a annoncé avoir ouvert le feu hier sur un cargo battant pavillon iranien qui se dirigeait vers le port iranien de Bandar Abbas. Après 6 heures de confrontation mettant ainsi ses moteurs hors service, le commandement central américain a diffusé une vidéo montrant des Marines descendant en rappel depuis des hélicoptères sur le navire. L'armée iranienne a affirmé que le navire provenait de Chine et a accusé les États-Unis de piraterie armée. Et l'armée iranienne a fourni ce lundi des explications quant à sa retenue face aux Marines américains qui ont attaqué un navire iranien dans le golfe d'Oman. Le quartier général central Khatam al-Anbiya, le commandement conjoint iranien, a précisé qu'il s'était abstenu de riposter car des membres de l'équipage du navire avaient des proches à bord du Tuska. Khatam al-Anbiya a promis qu'il prendrait à l'avenir les mesures nécessaires contre l'armée américaine sans donner plus de précisions.
Suite à l'agression manifeste de commandos terroristes américains contre un navire marchand iranien dans les eaux de la mer d'Oman, les forces armées de la République islamique d'Iran étaient prêtes à riposter fermement aux forces américaines. Cependant, en raison de la présence de membres de famille de l'équipage, leur intervention a été limitée afin de préserver la vie et la sécurité de ces personnes menacées à tout moment. Compte tenu de la situation et après avoir assuré la sécurité des familles et de l'équipage du navire ciblé par l'agression américaine, les puissantes forces armées de la République islamique d'Iran prendront les mesures nécessaires contre les militaires américains terroristes. Et la Chine a exprimé son inquiétude face à l'interception forcée par les États-Unis du cargo battant pavillon iranien, exhortant les parties concernées à respecter l'accord de cessez-le-feu de manière raisonnable. La situation dans le détroit d'Ormuz est délicate et complexe. La Chine exprime sa préoccupation face à l'interception forcée par les États-Unis de navires concernés et espère que les parties concernées agiront de manière responsable, respecteront l'accord de cessez-le-feu, éviteront d'aggraver la confrontation et l'escalade des tensions et créeront les conditions nécessaires au rétablissement d'un passage normal dans le détroit. Pékin a aussi dit œuvrer en faveur de la paix au Moyen-Orient, prenant la désescalade pour garantir la stabilité régionale et ses intérêts stratégiques. La situation régionale actuelle se trouve à un tournant critique entre la guerre et la paix. Maintenant qu'une fenêtre de paix s'est ouverte, il est nécessaire de créer des conditions favorables pour mettre fin au conflit au plus vite. La Chine soutient les parties concernées dans leurs efforts pour maintenir la dynamique du cessez-le-feu et des négociations. Fidèle à l'esprit de la proposition en 4 points du président Xi Jinping, la Chine continuera d'œuvrer à la désescalade et de jouer un rôle constructif pour parvenir à terme à une paix et une stabilité durable au Moyen-Orient. Pour sa part, le Kremlin a indiqué espérer que les négociations impliquant l'Iran se poursuivront afin d'éviter des conséquences négatives pour la région et l'économie mondiale, ajoutant que même si la Russie n'agissait pas en tant que médiateur, elle est prête à apporter son aide si nécessaire. Мы видим, что ситуация очень хрупкая, что ситуация непредсказуемая. Nous constatons que la situation dans le Golfe demeure fragile et imprévisible. Nous espérons que le processus de négociation se poursuivra et que nous pourrons éviter une nouvelle escalade vers un scénario militaire. Les conséquences pourraient alors être bien plus négatives pour la sécurité dans la région et pour l'économie mondiale. La Russie n'est actuellement pas médiatrice dans le processus de négociation, mais comme cela a été dit à plusieurs reprises, à différents niveaux, nous sommes bien entendu prêts à fournir toute l'assistance nécessaire pour faciliter un règlement pacifique et contribuer à la conclusion d'un accord. Et les 2 principaux aéroports de Téhéran ont rouvert ce lundi après plusieurs semaines de fermeture en raison de la guerre opposant l'Iran à l'entité sioniste et aux États-Unis. Ainsi, l'autorisation des vols de passagers à l'aéroport international Imam Khomeini et à l'aéroport de Mehrabad a été délivrée selon l'autorité iranienne de l'aviation civile, soulignant que les vols reprendraient également dans 10 autres aéroports du pays à partir de samedi prochain. Au Liban, à présent, les corps de 2 personnes disparues ont été retrouvés à Qasmiyeh, dans le sud du pays, à la suite d'opérations de recherche menées ce lundi par la protection civile, et ce après que l'entité sioniste ait frappé le pont de Qasmiyeh avant le cessez-le-feu de 10 jours. Et au Liban, l'entité sioniste continue de menacer la population malgré le cessez-le-feu en vigueur, mettant en garde contre tout retour dans des dizaines de villages du sud du pays, dans la banlieue sud. Le constat est amer, les armes de l'entité sioniste ont quasiment tout dévasté en 6 semaines d'agression.
Nous nous trouvons aujourd'hui dans la banlieue sud de Beyrouth et nous avons pu constater l'ampleur des destructions et des agressions perpétrées pendant la guerre contre le Liban. Aujourd'hui, nous assistons à une violation du cessez-le-feu par les drones qui survolent le ciel de Beyrouth. Et je vous le disais en titre, les hôpitaux de Beyrouth sont submergés après les dernières frappes de l'entité sioniste, contraignant certains à fermer au vu de l'afflux important de blessés. C'est le cas à Tyr et ses environs, où établissements et personnel médical ont été touchés. Amal Amzian Zitouni. Au milieu d'amas de béton et de débris dans le village Tebnine au sud du Liban, l'hôpital se tient encore debout. Ne vous fiez pas à la robustesse de ces murs de béton, car à y voir de plus près, la réalité est tout autre. À la folie meurtrière sioniste, rien n'échappe, même pas les hôpitaux. Celui de Tebnine en a fait les frais. Malgré cela, les staffs médicaux continuent d'accomplir leur noble mission. Nous étions soumis à un siège massif, mais l'armée libanaise nous a apporté une aide précieuse et nous fournissant des produits de première nécessité. Elle acheminait de la nourriture par ses véhicules blindés et des générateurs électriques fournis par la Croix-Rouge lors des coupures de courant. Doté d'une capacité de 85 lits, l'hôpital de Tebnine est devenu, au plus fort du conflit, l'unique établissement hospitalier encore fonctionnel dans la région. Malgré un nombre de médecins réduit et une capacité logistique limitée, le nombre de blessés hospitalisés est passé à 800, sans compter le nombre important de martyrs. Cet hôpital compte 85 lits pour accueillir 85 patients. Il dispose d'une unité de soins intensifs et d'une unité de cardiologie. Il est équipé des appareils les plus modernes car il se situe à proximité de la ligne de front. Durant toute la guerre, nous avons accueilli plus de 800 blessés et des dizaines de martyrs. Toujours dans le sud du Liban, notamment à Tyr, des cimetières temporaires ont été improvisés pour inhumer les victimes en urgence. Ces sépultures, souvent sur des terrains appartenant à l'État, sont utilisées lorsque les familles ne peuvent pas accéder à leur village d'origine en raison des bombardements. Ces lieux sont parfois marqués uniquement par des numéros, soulignant la difficulté de restituer dignement les corps aux familles. Les musulmans doivent être enterrés immédiatement après que leur corps a été lavé et enveloppé. Et après les prières, ces circonstances exceptionnelles nous ont contraints à envisager cette solution alternative. Les familles souhaitaient généralement enterrer leurs proches dans leur ville natale, ce qui est pour elles une façon de conserver leur terre. Une situation humanitaire dramatique au pays du Cèdre. Les observateurs parlent d'une nouvelle Gaza. De leur côté, les ONG dénoncent l'utilisation de méthodes d'assassinat à grande échelle, similaires à celles observées dans l'enclave palestinienne. L'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza se poursuit également ce lundi. Au moins un Palestinien est tombé en martyr et un autre a été blessé suite à une frappe des forces de l'occupation sioniste ayant visé le camp de réfugiés d'El Breij au centre. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 2 martyrs ainsi que 22 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'élève désormais à 72 553 martyrs et 172 296 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Et je vous en parlais en titre tenu à Bruxelles de la 9e réunion de l'Alliance mondiale pour la solution à 2 États en présence des représentants de plus de 60 pays. À cette occasion, le Premier ministre palestinien Mohamed Mustafa a exhorté la communauté internationale à agir face aux violations du droit international par l'occupation sioniste, plaidant pour une action urgente et ferme. Nous sommes réunis aujourd'hui à un moment marqué par une immense tragédie
et par une mince mais réelle opportunité de passer de la guerre à une paix juste et durable, fondée sur la solution à deux États. Les leçons de ces dernières années sont pour moi très claires. La guerre n'a pas engendré la paix. Un siège n'a pas réduit la sécurité, l'occupation n'a pas instauré la stabilité, le déplacement des forces ne saurait engendrer la légitimité et l'annexion ne permettra jamais la coexistence. Seule une paix juste et durable le peut. Only a just and lasting peace can do that. Et selon le Premier ministre palestinien, la sécurité ne doit pas être fragmentée. Elle doit être institutionnelle et responsable, ancrée dans l'état de droit et l'autonomie. A key pillar of force stabilization in Gaza is a unified and comprehensive security framework. Un pilier essentiel de la stabilisation des forces à Gaza est un cadre de sécurité unifié et global. Ceci doit se concrétiser par la mise en œuvre d'une politique d'un État, d'un gouvernement et d'une loi et d'un objectif commun. Il est impératif d'assurer un désarmement progressif et responsable de tous les groupes armés ainsi que le retrait complet d'Israël de Gaza. Notre objectif commun d'instaurer une structure de sécurité unique sous l'autorité légitime doit guider la coordination efficace entre la force internationale de stabilisation, les autorités palestiniennes, les institutions de sécurité et les autres acteurs internationaux. La sécurité ne doit pas être fragmentée, elle doit être institutionnelle et responsable, ancrée dans l'état de droit et l'autonomie. And rooted in the rule of law and sovereignty. Et toujours selon Mohamed Mustafa, l'intensification des politiques sionistes de colonisation, d'annexion et de pression économique fragilise les institutions de l'autorité palestinienne et bafoue systématiquement les droits humains. We must be clear. The Palestinian people's rights and the Palestinian Authority. Soyons clairs, les droits du peuple palestinien et de l'autorité palestinienne sont systématiquement bafoués par les politiques et les actions israéliennes, notamment dans les domaines sécuritaires et économiques. L'escalade continue de la violence, l'expansion des colonies, l'annexion et le terrorisme des colons perpétrés en toute impunité et avec le soutien des forces d'occupation israéliennes constituent non seulement des violations du droit international et des droits humains fondamentaux, mais compromettent aussi fondamentalement la viabilité de la solution à deux États. Il ne s'agit pas de faits isolés, ils témoignent d'une stratégie délibérée qu'il faut absolument enrayer. La protection des civils palestiniens est une priorité absolue. The protection of Palestinian civilians is an urgent priority. Toujours à Bruxelles et pour la vice-présidente de la Commission européenne, Kaja Kallas, la solution à deux États est la seule voie vers la paix. La chef de la diplomatie européenne qui a exigé l'arrêt immédiat de la colonisation. Nous pouvons et devons faire davantage pour garantir le respect des droits humains et la responsabilité. Protéger le peuple palestinien et remettre la solution à deux États sur la table. C'est la seule voie possible pour que Palestiniens et Israéliens puissent vivre en sécurité, dans la dignité et en paix. Nous condamnons les actions unilatérales telles que l'expansion des colonies, qui compromettent la solution à deux États, et nous exhortons le gouvernement israélien à revenir sur ses décisions. Israël devrait également débloquer d'urgence les recettes issues des autorisations sanitaires afin d'assurer le bon fonctionnement de l'autorité palestinienne. Et dans ce contexte, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé hier que l'Espagne demanderait officiellement à l'Union européenne de rompre son accord d'association avec l'entité sioniste qu'il accuse de violer le droit international et par conséquent les principes et les valeurs de l'Union européenne, appelant les autres États membres à soutenir la proposition espagnole qui sera examinée lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne prévue demain à Luxembourg. Coopération algéro-tchadienne, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a accueilli ce lundi à l'aéroport d'Alger son homologue tchadien, Abdullah Sabar Fadl, en visite en Algérie dans le cadre de la tenue de la 4e session de la commission mixte algéro-tchadienne prévue demain à Alger.
Sahara occidental, je vous le disais en titre, le président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario Brahim Rali a souligné la nécessité de tenir un référendum d'autodétermination et d'indépendance à travers un mécanisme démocratique libre et transparent conformément aux résolutions des Nations Unies lors de son allocution à l'ouverture des travaux du 10e congrès de l'Union nationale des femmes sahraouies ce lundi. Le président Rali a réitéré qu'une solution juste et définitive au conflit passé par l'exercice par le peuple sahraoui de son droit inaliénable à l'autodétermination. Alors que nous suivons en cette période la poursuite des efforts menés par les Nations Unies pour achever le processus de décolonisation de la dernière colonie en Afrique, nous rappelons qu'une solution juste, durable et définitive au conflit maroco-sahraoui repose impérativement sur la capacité du seul détenteur de la souveraineté sur le Sahara occidental, à savoir le peuple sahraoui, à exercer son droit inaliénable et non négociable à l'autodétermination et à l'indépendance. Cela doit se traduire par un mécanisme démocratique, libre et transparent, conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président sahraoui qui a par ailleurs mis en garde contre les défis de la phase actuelle, accusant l'occupation marocaine de propager le terrorisme transfrontalier et de jouer un rôle fonctionnel au service de puissances coloniales et sionistes. La cause nationale fait face à de nombreux défis, notamment au vu des mutations accélérées sur la scène internationale et des complots de l'ennemi. Ce dernier s'est jeté dans les bras des puissances coloniales et sionistes, consolidant son rôle fonctionnel au service de leurs agendas et de leurs plans dans toute la région. Ces risques ne se limitent pas à une politique d'expansion et d'agression envers les voisins, mais incluent également une volonté de déstabiliser les sociétés et de porter atteinte à la paix et à la sécurité. Cela passe par le déversement massif de drogue ainsi que par la création, le soutien et l'encouragement de bandes du crime organisé frontalier et de groupes terroristes. La mission d'appui des Nations Unies en Libye, la MANUL, a appelé les organisations de la société civile à faciliter des consultations publiques afin de permettre aux Libyens de contribuer à l'élaboration d'une vision unifiée. La représentante spéciale du secrétaire général, Anna Tata, a précisé dans un communiqué publié ce lundi que ce dialogue structuré ne reposait pas sur une définition des besoins des Libyens par les Nations Unies. Il s'appuie au contraire sur un travail collaboratif visant à identifier des solutions communes. L'objectif est de favoriser un consensus propice à la création d'un environnement favorable à la tenue d'élections générales, à l'unification et au renforcement des institutions de l'État, ainsi qu'à l'instauration d'une stabilité durable. Le Premier ministre soudanais Kamal Idriss a officiellement inauguré la reprise des activités de l'usine soudano-malaisienne de l'acier à Khartoum, affirmant que cet événement symbolisait la relance industrielle et la stabilité sécuritaire du pays, en soulignant que l'usine tournait désormais à 100% de sa capacité avec une production mensuelle de 10 000 tonnes. Le chef du gouvernement a réitéré l'engagement des autorités à relancer l'ensemble du tissu productif national pour surmonter les conséquences de la guerre. Nous saluons la relance de cette grande usine et nous disons à toutes les industries sorties du cercle de la production que c'est ce prototype fonctionnel et clair qui symbolise la réussite et le développement. Soyez les bienvenus et bon retour une nouvelle fois pour relancer l'industrie. Car l'industrie et l'agriculture réunis construiront cette nation sur des bases solides. Ainsi, le Soudan sera parmi les pays les plus forts du monde avec la volonté de Dieu. Et puis enfin, dans le conflit russo-ukrainien, le gouverneur russe de la région de Krasnodar a annoncé qu'une personne avait été tuée et une autre blessée lors d'une attaque ukrainienne ayant visé ce lundi une raffinerie de pétrole dans le port de Tuapse sur la mer Noire, confirmant que l'infrastructure de transport de ce site stratégique pour l'exportation de pétrole russe a été endommagée à la suite d'une attaque de drone. De son côté, l'armée ukrainienne a confirmé avoir mené un raid nocturne contre la raffinerie de Tuapse, précisant que l'opération avait touché un parc de stockage et provoqué un incendie de grande ampleur. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.